La France est un sentiment d'orgueil lié à une mémoire en forme d'auberge espagnole. Chacun y trouve de quoi nourrir son rêve d'une cité idéale, à condition d'avoir un rêve de cette nature. On la rêve tantôt en Madone, tantôt en Cosette. C'est une bourgeoise de fraîche date, une Bovary au fond de sonce populaire avec des snobismes de midinette, et un regret larmoyant des terroirs qu'elle a muséifiés. En politique, ça donne un conservatisme invétéré, des lubies de grand soir, une passion maternelle pour l'égalité, adultérine pour les privilèges. Quand elle épouse des avocats voltairiens, elle les trompe dans les bras musculeux de boulanger. Mais c'est le Fabrice de Stendhal qui règne dans son cœur. La France, il l'aime corps et bien, en amoureux transi, en amant comblé. C'est sa belle égérie, la chimérise et l'idéalise, mais ses pleins et ses déliés lui inspirent des désirs terre à terre. Il la parcourt, il l'étreint, elle l'émerveille. Il aime enchasser l'or et le sang de son histoire dans la chair de sa géographie. D'aucuns forgent leur patriotisme dans le métal d'un concept. Le sien s'est sculpté dans l'argile de ses songes. La France qu'il aime n'est pas théorisable, c'est une lanterne magique qui offre à ses fringales d'éblouissement des décors somptueux, des personnages hauts en couleur, de belles chimères. Un entrelac de prouesses et de galéchades, embué de regrets, car la France, on la rêve immaculée, mais elle a du sang sur la mémoire. Yves Tréhard, bonsoir. Bonsoir. Alors, Yves Tréhard, on va parler de votre livre qui s'appelle Une certaine idée de la France, qui sont des entretiens avec une douzaine de personnalités. C'est assez étonnant car vous avez fait le choix de prendre à la fois des figures tutélaires, Philippe Calcraut, Franz Gisbert, Catherine Ney, Jacques Julliard, mais aussi des petits nouveaux, très jeunes, Eugénie Bastier, Gaspard Koenig. Pourquoi ce choix de mêler comme ça des grandes figures avec des petits nouveaux presque inconnus ? Mais c'était pour montrer que la France, elle est vive, elle est forte, elle est pleine de jeunesse et qu'elle n'est pas uniquement avec des vieux barbons. Alors je dis pas que les autres ce sont des vieux barbons, pas du tout, au contraire. Ce sont des gens pleins d'intelligence et de réflexion. Mais ce que je voulais montrer dans ce livre, c'est que j'en ai un peu assez de du France, ce qu'on appelle la France bashing. C'est-à-dire de dire la France ça va mal, tout va mal, elle est perdue, elle est condamnée. Pas du tout. La France, elle a une force de caractère particulière. C'est un peuple éruptif, un vrai peuple révolutionnaire d'ailleurs. C'est pas pour rien qu'il a inspiré des révolutions partout en Occident et partout en Europe. Et je voulais montrer ça. Alors, ce livre, il réunit des entretiens que j'ai conduits pour la télévision de gens jeunes, de gens moins jeunes, de gens de gauche, de gens de droite, de gens qui se revendiquent d'aucun camp, de gens de toutes origines. Et c'était ça, parce que la France, elle est multiple, que ça plaise ou pas, elle n'est pas uniforme. Et heureusement, c'est ce qui fait sa richesse et son génie. Et alors, vous ouvrez sur cette phrase du général de Gaulle, une certaine idée de la France. Et c'est assez amusant quand vous parlez de Gaulle, parce qu'on a l'impression que de Gaulle voit la France comme un chef-d'œuvre absolu, mais voit les Français, enfin, a un peu moins de considération pour les Français. Par exemple, il avait dit « La France est un pays de veaux, on ne fait rien avec un peuple couché, les Français sont couchés, et plus ils seront couchés, plus ils seront heureux. » On a l'impression qu'il a plus de considération pour la France que pour les Français, dont il se méfie un peu plus. Eh ben, vous avez bien vu la chose, effectivement, puisque, en fait, pour De Gaulle, et c'est une des singularités du général de Gaulle, c'est que pour De Gaulle, la France, c'est une idée, une certaine idée de la France. C'est ce qui le distingue des hommes politiques d'aujourd'hui. Et c'est ce qui distingue les hommes politiques du passé des hommes politiques du présent. Les hommes politiques du passé avaient une idée conceptuelle de la France, une idée qui passait par l'intérêt général, c'était un projet, c'était une collectivité, la France. Aujourd'hui, la France, malheureusement, elle est divisée en clans. Quelqu'un a parlé d'archipel français, c'est un peu le cas. Et on ne parle plus de la France, d'une idée de la France. Dites-moi, quel homme politique aujourd'hui a une idée précise de la France de demain ? Tellement cette France, elle est multiple, tellement cette France, elle est fragmentée, tellement cette France, il y a des fossés qui la divisent. Alors que par le passé, eh bien, on conduisait un pays qui était quand même, qui avait une relative unité culturelle, religieuse, de tradition. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, même si la France, attention, elle a toujours été divisée, mais en deux camps. Aujourd'hui, elle n'est pas divisée en deux camps, elle est
éclaté en plusieurs. C'est pas un empire éclaté, c'est un pays éclaté. Donc, De Gaulle, je dirais, c'était un reproche qu'on peut lui faire d'ailleurs. Il s'intéressait pas beaucoup aux Français, il s'intéressait à la France. Il avait peu d'estime pour les Français, on va dire la vérité. Un grand journaliste de la Ve République, du début de la Ve République, qui s'appelait Tournoux, dans ses ouvrages sur De Gaulle à l'époque, raconte un peu tous les tourments, tous les soucis, toutes les réflexions que De Gaulle a sur les Français, en disant mais les Français ils sont feignants, ils veulent pas travailler, ils sont réfractaires. Ce qu'a dit Macron il n'y a pas très longtemps en disant que les Français étaient des Gaulois réfractaires, mais c'est exactement ce que pensait De Gaulle. Alors lui, De Gaulle, il ne s'est pas soucié de ça. Lui, De Gaulle, c'était une espèce de majesté qu'il voulait faire. C'est un personnage de roman qui s'appelait la France, qui était un peu sa maîtresse. Sa maîtresse, c'était la France, voilà. C'est pour ça qu'il l'a magnifié, d'une certaine façon, dans sa littérature, dans ses mémoires, qu'il l'a magnifié dans ses discours, avec ce rythme trinaire qui emportait les foules et qui emportait les imaginations. Ça, c'est De Gaulle. Mais c'est exceptionnel. Il avait une vision finalement assez romantique. Alors, je ne sais pas si elle était romantique, mais elle était romanesque de la France. Alors qu'aujourd'hui, on s'occupe de savoir si vous êtes vacciné. Vous imaginez le président de la République, Charles de Gaulle, qui s'inquiète de savoir si vous portez un masque ou pas. Mais ça lui passe complètement au-dessus de la tête. D'ailleurs, vous dites que quand De Gaulle prenait une décision, il se demandait à chaque fois, je ne sais pas si c'est vous qui le dites ou Gisbert, il se demande qu'est-ce qu'aurait fait le général de Gaulle à ce moment-là. Exactement. Est-ce que le général de Gaulle aurait fait ci? Est-ce que le général de Gaulle aurait fait ça? Gisbert le dit peut-être, mais moi je le dis aussi. Et alors, c'est intéressant parce que vous savez, une certaine idée de la France, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est l'incipit de ses mémoires. C'est une phrase qui vient en 1965, mois de décembre 1965, la première élection présidentielle au suffrage universel direct du président de la République. De Gaulle est mis en ballottage à l'issue du premier tour, contre toute attente, parce qu'il devait écraser le match, être élu dès le premier tour contre Mitterrand et Le Canuet. Et puis, il est mis en ballottage par Mitterrand. Et son entourage, à ce moment-là, notamment Pompidou et Perfit, lui disent « Mon général, il faut que vous alliez devant les Français à la télévision, parce que vous allez sinon au-devant d'un deuxième tour qui va être compliqué face à Mitterrand, qui était un garçon madré, rusé, machin. » Et il s'y résout sur le conseil d'Alain Perfit et de Pompidou, et ils vont chercher quelqu'un qu'il avait rencontré, Michel Droit, qui est un journaliste qu'il avait rencontré au moment de la libération de Paris en 1944, sous l'Arc de Triomphe, et Michel Droit lui avait fait bonne impression. Et donc il demande à Michel Droit d'être son intervieweur. Et Michel Droit, donc ils font une séance d'interview entre les deux tours. C'est la première fois que le président de la République se prête à cet exercice à la télévision, Charles de Gaulle, et Michel Droit lui dit tout de go, hein. Voilà, monsieur le président de la République, mon général, les Français sont très inquiets. Les Français ne sont pas contents après vous. C'est tout à fait étonnant, hein, parce qu'ils estiment que vous ne vous occupez pas d'eux. Vous parlez de la France, mais vous ne vous occupez pas des Français. Vous avez dit dans vos mémoires, j'ai toujours eu une certaine idée de la France. Ça veut dire quoi? Et là, De Gaulle est obligé de dire, la France, c'est une chose étonnante. Mais, cet entretien, dans cet entretien-là, il télévisé, il parle aux Français. Pour la première fois, il ne parle pas uniquement de la France, il parle aussi aux Français, le coût de la vie, l'inflation, la vie chère, tout ce qu'on connaît aujourd'hui d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que De Gaulle, pour les Français, avait un peu Pompidou, qui lui, à l'inverse de Gaulle, ne s'intéressait pas tellement à la France, mais plus aux Français. Pompidou. Oui, bien sûr. Voilà, Pompidou, il disait, le rôle de Pompidou, Pompidou, vous connaissez cette phrase, arrêtez d'emmerder les Français. Voilà. Bien sûr, mais alors Pompidou avait effectivement eu cet instinct-là. Alors, après, ça s'est vraiment prononcé avec Giscard d'Estaing. Après Pompidou, il y a eu Giscard d'Estaing qui, lui, va carrément petit déjeuner avec les éboueurs, chez monsieur et madame Michu. L'ancêtre du président normal. Voilà, exactement.
ce que De Gaulle n'a jamais fait. Et alors, est-ce que De Gaulle aussi n'aime pas tellement la France comme un chef-d'œuvre? Parce que, comme Louis XIV, l'État c'est moi. Ça, il voit la France comme son chef-d'œuvre. D'ailleurs, il dit: sans moi tout s'écroulerait, je porte la France sur mes épaules. Après moi, tout cela retombera et tout cela s'en ira. Comme si la France et lui ne faisaient plus qu'une seule personne, en fait. Oui, mais c'est ça, mais la France, c'est lui. Voilà, c'est ça. La France, il s'associe, il s'identifie à la France, très tôt d'ailleurs, hein, général de Gaulle, parce qu'il y a les mémoires et tout, mais déjà, quand il décrit le fil de l'épée entre les deux guerres, il parle de la France, enfin il a une idée de la France qui est une haute idée de la France, mais en fait il a une haute idée de lui-même aussi. Hein, c'est parallèle. C'est assez étonnant parce que Yves de Gaulle, le petit-fils du général, vous dit dans un de ses entretiens que c'est Emmanuel Macron le président le plus gaulliste de la 5e. Pourquoi il vous dit ça et est-ce que vous êtes d'accord? Alors, je ne sais pas si c'est le plus gaulliste, mais c'est celui qui a la geste la plus gaulienne. Oui. Ce qui est différent. Effectivement, je lui pose cette question. Et alors d'abord, il faut savoir que Yves de Gaulle, qui est le deuxième des 4 fils de l'amiral de Gaulle, de Philippe de Gaulle, qui est aujourd'hui toujours en vie d'ailleurs, qui a plus de 100 ans. Et Yves de Gaulle a une grande admiration pour son grand-père, qu'il a bien connu jusqu'à l'âge de 13-14 ans, même peut-être un peu plus même, avec qui il a beaucoup discuté, sur lequel il a beaucoup écrit. D'ailleurs, il a écrit 2 livres très intéressants sur la philosophie du général de Gaulle. Et puis il y a un livre un peu apocryphe où il imagine l'histoire de France et il se met dans la peau du général. Qu'est-ce qu'il aurait fait, le général, aujourd'hui, face... Et effectivement, il dit que de tous les présidents... Alors d'abord, il a une haine féroce, à mon avis, je dis haine, mais pour Pompidou. Parce que les grands gaullistes ont toujours eu une haine pour Pompidou. Parce qu'ils ont toujours pressenti que Pompidou voulait la place du général de Gaulle. Bon, après, il n'y a pas eu beaucoup de gaullistes au pouvoir, puisque par définition, Valéry Giscard d'Estaing n'était pas gaulliste, était centriste. Mitterrand, pas gaulliste. Au contraire, même je dirais tout le contraire. Alors Chirac se revendiquait du gaullisme, mais il avait quand même un côté radical socialiste prononcé. Après, Sarkozy, gaulliste, mais c'est très après quand même, et il n'en a pas tout à fait les idées. Hollande, Macron. Alors, pourquoi il dit ça de Macron? Parce que Macron, jeune homme qui arrive au pouvoir, à 39 ans quand même. Hein. Il arrive à l'Élysée à 39 ans, ce que personne n'aurait jamais imaginé, si tôt. Eh bien, essaye de restaurer la grandeur de la fonction présidentielle. Un exemple. Quand il prend ses fonctions à l'Élysée, souvenez-vous, il remonte les Champs-Élysées à bord d'un commande-car de l'armée française. Debout. C'est très gaulien, ça. Et puis, il dit, moi, je ne serai pas comme les autres présidents qui m'ont précédé, j'aurai la parole rare. D'un air de dire, je serai au-dessus, je suis Jupiter. Bon, et il y a beaucoup de choses comme ça qui, effectivement, conduisent à des correspondances entre les deux personnages. Ah oui. Et alors, maintenant, on va rentrer un peu dans le sujet, on va parler de l'identité. Et Eugénie Bastier vous dit quelque chose de très intéressant. Elle vous dit que la France, contrairement à d'autres pays, par exemple les États-Unis ou Israël, ont une mémoire qui recommence sans cesse. C'est-à-dire, ils n'ont pas le souvenir ou la promesse d'un événement fondateur dont ils se rappellent, mais ils ont une mémoire qui est sans cesse renouvelée. Est-ce que c'est ça la spécificité de la France? Oui, et c'est ce qui fait d'ailleurs son caractère révolutionnaire aussi, c'est-à-dire que la France adore détester ce qu'elle a adulé. Oui. C'est pour ça que d'ailleurs, elle renvoie à ses chères études tous ceux qui les gouvernent. C'est très rare que, en tous les cas, elle reconduise un président ou un de ses dirigeants. Généralement, elle le porte au nu. Une fois qu'elle l'a porté au nu, eh bien, elle fait tout pour le détruire. Elle s'essuie, je dirais, les pieds sur le paillasson de l'intéressé, et après, elle le jette comme un vulgaire Kleenex. Et c'est ça la particularité de la France, c'est que contrairement à d'autres pays, comme l'Allemagne, ou d'autres, eh bien, la France est assez éruptive. Ça se passe toujours dans le sang et les larmes. Hein. Oui, et on dit aussi, Eugénie Bastier dit que la
France a d'étonnant, c'est qu'en France, la nation... on a dit qu'on allait faire une nation, c'est-à-dire le cadre national n'est pas arrivé par hasard, mais de façon explicite. Oui, alors, certes, on est une exception, je dirais, parmi les grandes nations occidentales, c'est qu'effectivement, le caractère, le sentiment national existe très tôt chez nous. Beaucoup plus tôt que chez les Italiens. Le sentiment national en Italie n'arrive qu'à la fin du 19e siècle. Pareil en Allemagne. Le sentiment national n'arrive que très tard. Et si vous regardez un peu toutes les nations en Europe, il y a beaucoup d'États en Europe qui n'ont pas un sentiment national très, très prononcé, aussi prononcé que le nôtre. Enfin, où il a fallu, ça s'est manifesté plus tard. Nous, la nation, elle est née assez tôt, finalement. Alors, en déterminer la date, c'est compliqué. Simplement, la nation, elle a existé en France que parce qu'il y avait un État fort et que l'État fort s'est manifesté très tôt dans l'histoire de France. Nous, on a un État qui est fort et je ne pense pas qu'il pourrait y avoir une nation en France s'il n'y avait pas un État fort. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, vous dites à Eugénie Bastier, mais est-ce que vous vous sentez nationaliste ou patriote? Et elle dit, je me sens patriote parce que la nation est un mot de gauche. Elle était plutôt de droite. Et en quoi, c'est assez étonnant, pourquoi la nation, qui était une idée de gauche, est passée à droite de la même manière que la colonisation, qui était une idée de gauche, est passée à droite, de la même manière que l'écologie, qui était à droite, est passée à gauche? Ça, c'est la grande histoire des idées. C'est l'histoire des... Évidemment. Parce que même la nation, c'est une idée d'extrême droite. Il y a des va-et-vient réguliers. Effectivement, la nation, c'est une notion de gauche, mais dont on a fait un dérivé qui s'appelle le nationalisme, ce qui est différent. Et ce nationalisme, effectivement, comme disait Mitterrand, le nationalisme, c'est la guerre, alors que le patriotisme, c'est l'amour de la nation. Alors, il y a une phrase de Mona Ozouf qui est intéressante qui dit « La France, c'est l'endroit où se rencontrent l'abstraction, l'universel et le particulier. » Et on a l'impression que la France a cette passion pour les idées, pour les intellectuels, alors que les pays anglo-saxons sont beaucoup plus pragmatiques. La France va vouloir tout idéologiser, tout conceptualiser. C'est lié à l'idée de conceptualiser l'idée de nation, par exemple ? Pourquoi pas ? C'est vrai qu'on est un peuple... la France, c'est un pays où le débat, les idées... domine tout le reste. Je vais vous donner un exemple qui est très, très significatif et qui traduit ce que je veux dire par là et ce que tout le monde dit. Dans les journaux en France, la presse en France s'est construite sur le débat d'idées, sur le débat idéologique, sur la confrontation des opinions. La France, la presse en France, elle est née à la Révolution française, la presse telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec évidemment, ça a bien changé, ça a évolué. Et les articles qui figuraient dans les journaux étaient des articles qui étaient tous trempés à l'encre d'une idéologie. Pas du tout dans la presse anglo-saxonne. Dans la presse anglo-saxonne, on distinguait les faits avec des rubriques très précises où on racontait ce qu'on voyait. Et puis tout ce qui consistait à commenter ces faits était isolé dans une partie qu'on appelait débat et opinion, ce qui existe chez nous maintenant d'ailleurs. Mais on s'est inspiré des anglo-saxons là-dessus. Mais nous, on avait une presse d'opinion, ce qui était beaucoup moins le cas de la presse anglo-saxonne, qui est une presse où on distingue les faits des idées. Et il y a une phrase que vous citez de Marc Bloch qui dit « Il est deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France, ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims et ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération. » Vous la citez à nombreuses répliques, nombreuses fois dans les entretiens, cette phrase. Pourquoi elle vous paraît si essentielle ? Alors, elle est essentielle, et je l'ai lue, je l'ai évidemment soumise à chacun de mes interlocuteurs d'ailleurs. D'abord parce que pour chacun des entretiens, la trame était différente. Mais il y avait deux constantes. Il y avait cette conférence de presse de 1965, enfin cette intervention télévisée de 1965 du général de Gaulle pour justifier une certaine idée de la France, le recours à ce titre. Et puis cette phrase de Marc Bloch, effectivement, qui est à mon avis une phrase tout à fait essentielle, qu'on retrouve dans L'étrange défaite, ce livre absolument génial qu'il a écrit
en 1900, pendant la guerre, mais qui n'est sorti qu'après-guerre, et alors que lui a été exécuté au peloton d'exécution par les Allemands. Il a, à mon avis, alors ce livre, L'étrange défaite, il l'a écrit en disant il y a des responsabilités de l'intelligentsia, de l'administration française qui nous ont conduits à nous mettre dans la main des Allemands et qui nous ont conduits à cette défaite qui a quand même été le préalable de la guerre de 39-45. Et il dit, il y a plein de considérations sur l'histoire de France. Et ce qu'il veut dire par là, c'est très simple. Il veut dire deux choses. La première, c'est que la France et que l'histoire de France ne commence pas avec la Révolution française. La Révolution française, elle est symbolisée par la fête de la Fédération, qui est l'anniversaire de l'an 1 de la prise de la Bastille. Mais c'est aussi le baptême de Clovis, c'est-à-dire la royauté, c'est-à-dire le début de la chrétienté en France, enfin l'arrivée de la chrétienté, parce que c'est et c'est ça qu'il veut dire. Il veut dire, la France, elle a une longue histoire qui ne commence pas avec le jour où on a coupé la tête du roi, où on a chassé le roi de Versailles. Ça, c'est la première chose qu'il dit. Et la deuxième chose qu'il dit, parce que la fête de la Fédération, c'est une fête qui réunit tous les fédérations, tous les Français, les sans-culottes qui viennent de partout en France. C'est aussi le fait que c'était un rassemblement. C'est-à-dire que les Français savent se rassembler dans les moments importants. Et donc c'est une double symbolique sous la plume de Marc Bloch. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, je crois que c'est Finkielkraut qui vous dit un peu ça, que fondamentalement les deux camps, ça va être d'un côté ceux qui vont penser que la France c'est un ensemble de valeurs, par exemple la liberté, l'égalité, la fraternité, et de l'autre qui au contraire vont penser que c'est une patrie charnelle enracinée et que ce n'est plutôt une culture et pas seulement un ensemble de valeurs. Est-ce qu'il n'y a pas ces deux camps qui vont s'opposer ? Oui, peut-être. Vous avez, alors à ce moment-là, on retrouve effectivement peut-être les anciens et les modernes. Oui, les anciens et modernes, et puis la gauche qui défend plutôt des grands idéaux, des valeurs, et puis une droite qui est plus attachée aux racines, aux traditions. Je ne sais pas, mais je pense que de toute manière, tout ça se mélange, c'est évident. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous parlez aussi de la division. Vous dites que la France a toujours été divisée, mais maintenant, elle en devient fragmentée. Alors, vous parlez des divisions passées, protestants, catholiques, jansénistes, jésuites, bleus, rouges, républicains, royalistes, droite, gauche, dreyfusards, anti-dreyfusards, collabos, résistants. Donc, la France, elle a toujours été divisée et l'unité n'a toujours été qu'un pari. Mais quelle est la différence aujourd'hui ? Pourquoi on dit qu'elle devient fragmentée ? C'est quoi la différence entre divisée et fragmentée ? Parce qu'elle s'est communautarisée. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, il y avait effectivement des lignes de fracture, mais des lignes de fracture classiques, lisibles et précises. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de lire la société française. D'où, d'ailleurs, ce livre que je cite dans mon introduction de Jérôme Fourquet, qui a eu je dirais une intuition et surtout une observation tout à fait, je dirais, pertinente, c'est de parler de l'archipel français. C'est-à-dire que c'est des communautés qui ne se parlent pas nécessairement, qui ne pensent pas nécessairement la même chose, qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas les mêmes religions, qui n'ont pas les mêmes traditions. Et tout ça forme, si vous voulez, ce qu'on appelle un archipel, c'est-à-dire comme si vous étiez au milieu d'un océan, chacun a son île, quoi. C'est un peu les ismes que détestait le général de Gaulle, les communautarismes, les particularismes. Et surtout les partis. Voilà, c'est ça, les partis. Et d'ailleurs, je crois que c'est Franz Gisbert qui vous dit ça, qui vous dit mais il y a des grands moments d'unité nationale, comme par exemple les funérailles de Johnny. Mais est-ce qu'on peut pas voir un pays qui aurait comme seul moment d'unité nationale les funérailles de Johnny, on pense un peu l'histoire se répète en farce, ou que ce serait un peu un artefact d'unité un peu... Non, mais je crois qu'il ne faut pas se moquer de ça. Moi, je pense que c'est pas parce que c'est Johnny. Au XIXe siècle, c'était les funérailles de Victor Hugo. 2 millions de Français, et on était beaucoup moins nombreux. Il y a des moments comme ça, il ne faut pas les nier, il ne faut pas les sous-estimer, il ne faut pas cracher dessus, il ne faut pas s'en moquer. Ils sont plus ou moins glorieux. Johnny, c'est pas Victor Hugo, c'est vrai. Mais bon, c'est Johnny. Voilà, si au moins il y a ça, c'est pas mal. Pareil pour la victoire de l'équipe de France en 1998, où on se fait des schémas, on se fait des illusions. Vous savez, on avait parlé à ce moment-là de la France black blanc beurre.
ce qui était tout à fait une illusion. C'est pas parce qu'il y a un France Black Blanc Beurre que tout le monde s'embrasse, embrassez-vous Folleville, et puis que tout le monde s'entend bien. C'est pas vrai. Mais il y a des moments comme ça, clés, qui peuvent être des moments de joie ou des moments de tristesse, des moments graves ou des moments plus légers. C'est important. Et c'est constitutif, je dirais, du sentiment national. Et c'est vrai dans tous les pays qu'on arrête de s'auto-flageller là-dessus. Tous les pays fonctionnent de la même façon, ou presque. Et aussi l'autre... Je parle de tous les pays libres. Oui. L'autre chose qui est très, très importante, on a l'impression qu'on n'aime que la France dans les moments négatifs. Et c'est ce que Simone Veil appelait le patriotisme de compassion. C'est-à-dire, on a l'impression aujourd'hui que quand tout va bien, on ne se sent pas spécialement français, mais quand il y a par exemple une pandémie, quand la France est attaquée par les islamistes, à ce moment-là, tout d'un coup, tout le monde se sent français. C'est un réflexe humain. C'est le repli sur soi-même. C'est-à-dire que dès que vous êtes agressé, que ce soit une agression de la Russie quand envahit l'Ukraine, ou quand vous êtes agressé par un virus, comme la pandémie du coronavirus, eh bien vous avez tendance à vous replier comme dans un cocon pour vous protéger. Quand vous êtes individuellement mal, vous vous réfugiez dans les bras de votre famille, de ceux qui sont vos plus proches. Ben, ça, c'est humain. Et il y a une chose assez amusante, c'est sur l'idée de se sentir français. Et Alain Finkielkraut dit « La France est devenue chère à mon cœur assez tardivement ». Et on a l'impression parfois que ceux qui apprécient le plus ou qui ressentent le plus la culture française sont des gens qui ne l'ont pas toujours été, où la culture française n'allait pas de soi. C'est-à-dire, moi, ça me rappelle... C'est la force des convertis. Voilà, c'est ce que je me souviens, Jean-Christophe Ruffin me parlait de l'Académie française et il m'avait dit ceux qui font le dictionnaire à l'Académie française, ce sont les étrangers. Et on a parfois l'impression que ceux qui sentent le plus français, ben, c'est ceux qui ne sont pas tellement nés dedans. Oui, parce que vous savez ce que disait Renan, le sentiment national ou l'identité française, c'est tous les matins vous vous réveillez et voilà, vous embrassez le drapeau, quoi. Et c'est vrai que quand vous êtes un jeune français de fraîche date, c'est pas pareil. Alors Alain Finkielkraut, il le raconte bien, d'ailleurs il le dit dans son livre. Lui, il est issu d'une famille de juifs polonais, de ses parents qui sont arrivés en France. Enfin, ça a été évidemment pour éviter les pogroms et tout ça. Et puis, bon, il a été mis face à sa réalité, la réalité de la vie de sa vie familiale, enfin de l'histoire de sa famille plutôt. Et voilà, et c'est vrai que c'est d'ailleurs un des reproches que l'on fait aujourd'hui à ceux qui sont nouvellement français, pas à tous, mais à beaucoup d'entre eux, c'est justement de ne pas être suffisamment reconnaissant à un pays qui leur a donné une éducation, qui leur a donné une nationalité, une éducation, et que souvent, je dirais, sur l'esprit duquel il s'essuie souvent un peu les pieds. Hein, c'est un peu ça qu'on leur reproche. C'est tout travers, et c'est tout le drame de l'immigration actuelle qui est complètement anarchique, pas maîtrisée, tout ce qu'on veut. C'est un peu ça. Alain Finkielkraut, lui, il a pris conscience de cela assez tardivement, parce que ce qu'il explique, si je me souviens bien, c'est que tout va bien pour lui, il fait ses études et tout, puis à un moment, vous prenez confiance en fait de ce qui se passe. Oui, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Alain Finkielkraut, je crois, était très très ému de rentrer à l'Académie française. Et on aurait pu penser beaucoup peut-être d'écrivains qui sont nés en France, cracheraient un peu dessus, dirais. Alors que Finkielkraut, pour lui, c'était le plus grand moment de sa vie, quoi. Alors moi, je ne veux pas me mettre à la place d'Alain Finkielkraut, mais tel que je l'interprète, c'est ça. C'est plutôt ça. C'est que Alain Finkielkraut, je ne crois pas qu'il ait jamais craché sur l'Académie française, mais c'est vrai que dans les années 70, 60, quand on était un intellectuel de gauche, et il était un intellectuel de gauche, un jeune homme de gauche, on va dire, et même au début des années 80, l'Académie française, c'était les vieux croutons, plutôt fachos, fachos au sens romantique du terme, réac, quoi. C'était les vieux barbons, et voilà, c'était pas les intellectuels, c'était la mode du gauchisme à l'époque, Althusser, Derrida. Fallait mieux avoir raison avec tort avec Sartre que raison avec Aron. Hein. Bon, voilà, il y a toute une jeunesse française, et Finkielkraut en faisait partie dans ces années-là, qui voyait l'Académie française comme un truc une maison, un EHPAD, quoi, ou un truc qu'il ne fallait pas être parce qu'il n'y avait pas de création, il n'y avait pas de. Voilà.
Bon, puis Alain Finkielkraut, il a évolué comme d'autres ont évolué. Régis Debray et tout ont évolué, d'un gauchisme revendiqué, même si chez Alain Finkielkraut, tout ça est passé assez vite finalement, sont arrivés à une espèce de regard sur la société française où ils se disent, mais attendez, où on va, voilà. Bon, D'ailleurs, ça amène une question. Est-ce que tous ceux qui autrefois défilaient contre la dictature gaullienne et qui, 40 ans après, vont célébrer le général de Gaulle, ou même ceux qui étaient de la gauche, Régis Debray, vous les avez cités, est-ce que c'est le monde qui a changé ou est-ce que c'est eux qui ont changé? Non, le monde a... Les deux, mon général. Le monde a évolué, évidemment, heureusement d'ailleurs, et eux, leur regard a évidemment changé. Voilà. Je ne sais pas si la sagesse vient avec l'âge, j'en sais rien, mais je ne voudrais pas le prétendre. Mais évidemment que leur regard a évolué aussi, et avec quelques inquiétudes qui se font jour. Oui, Alain Finkielkraut parle de le dévoiement, l'idée de liberté. Comment autrefois la liberté c'était l'égale dignité de toutes les personnes, comment c'est devenu l'égalité de toutes les cultures, que tout est culture et qu'ensuite toutes ces cultures sont égales. La liberté c'est une chose, c'est l'égalité dont il parle, me semble-t-il, je me souviens, c'est-à-dire qu'on est passé du principe d'égalité, qui est un principe constitutif justement de l'organisation de notre pays, qui fait partie de notre devise triptyque, liberté, égalité, fraternité. Et cette égalité s'est transformée en égalitarisme, c'est-à-dire qu'on rase tout. L'égalité, c'est un principe où on essaye que tout le monde ait les mêmes... quand vous passez un concours administratif ou un concours quel qu'il soit d'ailleurs, tout le monde est à égalité. Voilà. Et d'ailleurs, on met pas on recouvre votre nom, on recouvre, on ne sait pas qui vous êtes, quoi. Et voilà, c'est ça l'égalité. Mais non, aujourd'hui, on est dans un principe d'égalitarisme qui consiste justement à essayer de manipuler l'égalité pour faire en sorte que, on arrive à un truc qu'on espère parfait, sauf que cette perfection, elle est nuisible et qu'elle est tout à fait fâcheuse. Oui, et c'est aussi l'idée que à partir du moment où on dit que tout est culture, que tout est égal, il n'y a plus aucune jugement de valeur. C'est le relativisme. Et on ne peut plus à l'école, alors il y a des choses discriminantes. On ne peut plus enseigner la culture générale parce que alors certains vont être plus. Voilà. Parce qu'on peut pas, parce qu'il y en a qui n'ont pas les mêmes, qui vivent dans des familles où la culture a moins de place que dans d'autres. Oui. Et alors aussi, Finkielkraut dit que la droite et la gauche parlent le même langage, qui est celui de l'économie. Et je me disais, est-ce que finalement, il y a quand même un côté très antilibéral chez Finkielkraut ou chez des penseurs comme ça. Mais on a l'impression, j'allais dire, que leurs admirateurs, par exemple, on pourrait dire, beaucoup de dirigeants de droite, François Fillon, etc., admiraient Finkielkraut, tout en ne partageant absolument pas son antilibéralisme économique. Pourquoi ? Parce que la droite est complexe. La droite est complexe et la gauche aussi. Attention, Alain Finkielkraut se revendique toujours de gauche. Il le dit d'ailleurs. Je pense qu'en France, il y a les divisions, c'est pas uniquement droite-gauche, c'est plus d'ailleurs droite-gauche, c'est aussi entre les gens qui sont partisans d'un État très fort, d'un État qui intervient, y compris dans l'économie. Et ça, vous en trouvez à droite, pas uniquement à gauche, vous en trouvez à droite. Et des gens qui, au contraire, estiment que l'État doit rester à sa place, doit être cantonné à certaines missions. Et c'est pareil à droite et à gauche, d'ailleurs. Ça, vous avez aussi des gens qui pensent cela. L'État, ça a toujours été une grande discussion en France. L'État est très interventionniste en France, il faut quand même le savoir. Même la droite, en général, a toujours été une droite plutôt interventionniste, on l'a vu. Alors, je pense que les crises qu'on connaît qui se succèdent aujourd'hui, notamment la crise du coronavirus, a remis l'État au centre du jeu, me semble-t-il quand même. Ouais, mais sur le libéralisme, c'est assez étonnant parce que, par exemple, Gaspard Koenig vous dit dans son entretien que pour lui, le libéralisme en France s'est arrêté avec la Seconde Guerre mondiale. Avant, la France était un pays libéral. Après la Seconde Guerre mondiale, les serviteurs de Vichy ont voulu planifier. Il est persuadé que le général de Gaulle, notamment, n'est pas du tout un libéral, ce qui n'est pas complètement vrai. Je pense qu'il a une analyse quand même assez rude sur le général de Gaulle. Et Gaspard Koenig, évidemment, qui est d'une philosophie, d'une réflexion, pas ultra, j'aime pas ce mot, mais qui est
d'un pur libéralisme. Ouais, libertarien même, on pourrait dire. Non, 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 pas libertarien. Ouais. Libéral. Ouais. Libertarien, c'est encore autre Ouais. chose. Hein. Peut-être avec des accents libertariens, mais quand même. Mais c'est vrai que le libéralisme, d'ailleurs, en France, ça a toujours été un gros mot. Et d'ailleurs, sur la question, est-ce que les politiques parlent trop d'économie, vous interrogez Yves de Gaulle dessus, le petit-fils du général de Gaulle, et il vous dit pas du tout que la politique doit se donner les moyens, et ces moyens, c'est l'économie. Il ne trouve pas que les politiques parlent trop Alors d'économie. l'économie a quand même pris beaucoup de place. Mhm. Pourquoi elle a pris beaucoup de place? Parce que on est aujourd'hui dans un monde qui est ouvert, un monde, pardon de cette tautologie, mais un monde mondialisé. Mhm. C'est-à-dire que on est tous interdépendants, plus ou moins, hein, selon les époques. Là, je trouve que justement, on va probablement, avec les crises qu'on connaît, la crise du coronavirus, la guerre en Ukraine, l'idée de souveraineté, les idées d'indépendance reviennent en force, mais on est quand même dans un monde très ouvert, et ce monde ouvert, eh bien, il fonctionne, pour qu'il fonctionne économiquement, pour qu'il garde ses statuts, son statut économique, et qu'il garde, je dirais, son statut, son niveau de vie, eh bien, il doit se défendre, et il doit trouver des arguments, il doit trouver, et c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui que quand vous vivez, j'exagère à peine, mais en autarcie, où là c'est assez simple. Hein. Quand les pays étaient chacun derrière leurs frontières, c'était plus facile de régler le chômage, de régler l'inflation. Voilà, c'est tout à fait différent. Et François Gisbert vous dit que toutes les tentatives pour dépasser le clivage gauche-droite ont toujours été un échec. Mais on pourrait se demander aujourd'hui, avec la montée du souverainisme, la montée des populismes, si finalement le souverainisme, le populisme ne dépassent quand même pas le clivage gauche-droite. Mais il dépasse complètement. Complètement. Michel Onfray, par exemple, ça dépasse complètement le clivage gauche-droite. Non, mais alors Michel Onfray, je ne sais pas où il est, mais en tous les cas, Jean-Luc Mélenchon est un populiste. Bien sûr. Est un populiste. Un populiste bolivarien, comme vous avez des populistes. Il a un côté très mussolinien, cet homme-là. Et c'est un populiste. Ouais. Même Marine Le Pen dépasse le clivage gauche-droite. Évidemment. Voilà. Sur le plan économique, complètement. Ouais. Et d'ailleurs, François Gisbert disait aussi que finalement, la gauche et la droite sont réservées aux élections, que dans les temps de drame, pendant la Seconde Guerre mondiale, on a vu dans la Résistance d'abord des Maurassiens, ensuite des communistes. Donc en fait, tout ce clivage droite-gauche n'a pas tellement de sens. Il organise quand même, enfin il organise, alors il organisait, parce que c'est un peu moins vrai aujourd'hui, on le voit, il structurait la vie politique française, c'est vrai. Et que dans les périodes, c'est là où on voit la nation. Dans des périodes où il faut se tenir les coudes, il faut se serrer les coudes, là, les clivages politiques, qui sont parfois un peu artificiels, disparaissent vite. Hein. On cherche à survivre, surtout. Oui, tout à fait. Et oui, il y a la question, alors vous en parlez, on va faire une nouvelle partie, de votre livre de « Était-ce mieux avant ?» Parce qu'on regrette toujours le temps d'avant. Alors on dit toujours c'était bien mieux avant, mais vous dites on regrette l'insouciance des années 60. Mais dans les années 60, les femmes avaient des conditions de travail terribles, il y avait des travails harassants sur les chaînes de montage, on empilait les immigrés dans les banlieues, et même dans les années 60, on regrettait le Front Populaire, au Front Populaire, on regrettait la Belle Époque, donc tout était toujours mieux avant, en fait, finalement. Oui, alors ça, c'est un des traits de caractère, je dirais, d'une certaine partie de la population française aujourd'hui. C'est de se dire, comme on vit quand même une période compliquée, avec... alors avant, c'était le chômage qui était très violent, maintenant c'est l'inflation, il y a toujours cette histoire de communautarisme et tout ça, en disant, avant, on était chez nous, il n'y avait pas de chômage, il y avait les 30 Glorieuses. Bon, moi, je ne suis pas du tout là-dedans, c'est pas vrai. J'ai vécu les 30 Glorieuses, j'étais très jeune évidemment, j'étais un jeune homme ou un petit garçon. J'ai vécu et je me souviens très bien que c'était pas simple quand vous arrivez à l'école le matin et puis que vous avez un petit copain qui arrive, ils ont eu un accident de voiture et que les parents sont morts. Hein. Il y avait à l'époque 16 à 20 000 morts sur la route tous les ans. On est passé à quoi? 3 000. 3 000, c'est ça. Les gens, l'espérance de vie en 1950, dans les années 50, pour un homme, c'était
c'était un peu plus de 50 ans. Mmh. C'est combien aujourd'hui? 79 ans. 79, Je ne parle pas de la condition féminine, qui n'avait pas le droit d'avoir de chéquier, qui n'avait pas le droit de faire des emprunts bancaires, qui n'avait pas le droit de divorcer, qui n'avait pas le droit... Enfin bon, qui était une quantité négligeable, qui a eu le droit de vote en France quand même en 1946, grâce au général de Gaulle d'ailleurs. Bon, avec une fracture générationnelle qui était mai 68, d'ailleurs c'est l'expression de cela, c'est une jeunesse qui a envie de vivre, parce que justement c'est une période de croissance, donc elle veut profiter de tout cela, et voilà. Donc c'était mieux avant? Non, c'était pas mieux avant. Et puis, j'allais oublier quelque chose, c'était la guerre d'Algérie. Quand vous étiez père de famille et que vous avez des gamins de 20 ans qui partent à la guerre, parce que même les appelés partaient à la guerre à l'époque, pour la guerre d'Algérie. Bah, je suis désolé, mais c'est pas glorieux, quoi. C'est pas, vous trouvez pas ça génial, quoi. Hein. Donc chaque période, chaque phase de l'histoire a ses ombres et ses lumières, a ses défauts, a ses tard, et il faut arrêter, alors c'est pas du relativisme ce que je fais, mais il faut arrêter de glorifier ce passé qui n'existait pas. C'est pas vrai. Oui, c'est ce que tous ceux qui disent réactionnaire, je pensais à Denis Tignac, qui glorifiait toujours un passé... Il faut arrêter. Ouais. Mais c'était un mensonge, mais c'est un mensonge permanent. Ça, c'est un mensonge permanent. Alors, je voulais qu'on parle un petit peu de la démocratie. Et vous avez monsieur David Jays, qui vous explique que si on n'entretient pas la démocratie, elle se délabre. Et qu'on voit aujourd'hui qu'elle se délabre avec l'abstention, la défiance, le populisme. Mais je me demandais, est-ce que le populisme est vraiment un délabrement de la démocratie? Ou est-ce que c'est... pourquoi ça serait un délabrement de la démocratie? Non, parce que c'est un dévoiement de la démocratie. Ouais. Bah, évidemment. Alors, vous allez toujours trouver des gens qui vont vous dire « Ouais, mais le populisme, c'est le peuple et tout. » C'est absolument pas le peuple. Le populisme, c'est un individu qui fait sa publicité en prétendant qu'il est le peuple, en prétendant qu'il sait tout ce que le peuple veut. Moralité, il ne sait rien, et c'est un début de dictateur. Il faut arrêter ce schéma qui est grotesque et qui a pollué, je trouve, le débat politique régulièrement. La démocratie, évidemment qu'elle s'entretient. C'est comme un amour. C'est comme l'amour que vous portez à une femme ou à un homme. Si vous ne l'entretenez pas, il se fane, il dérive, il se casse. Eh ben, c'est pareil. La démocratie, c'est quelque chose qui est absolument... fragile, pourquoi? Parce que la démocratie, elle est faible de ses forces, si j'ai envie de dire. Et je suis assez heureux de voir ce qui se passe aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe en Iran, quand je vois ce qui se passe en Chine, quand je vois ce qui se passe en Russie. Ben, aujourd'hui, on est dans le triomphe des démocraties, justement. Et c'est les démocraties qui triomphent. C'est nous qui avons triomphé du Covid bien avant les Chinois. On n'accepte pas que la condition de la femme soit bafouée. Et on ne va pas envahir le voisin. Hein, bon. Donc, la démocratie, c'est quelque chose qui s'entretient. C'est quoi la démocratie ? C'est la liberté d'entreprendre, c'est la liberté de penser, c'est la liberté de s'opposer, et ça, c'est, à mon avis, des choses qu'il faut chérir. Liberté, liberté, que de crimes commis en ton nom. C'était Madame Roland qui disait ça, c'était au début de la Révolution française. Et liberté chérie. Ouais, Gaspard Koenig dit un truc assez étonnant, il dit que plus le pouvoir va être concentré, moins il sera efficace. Alors évidemment, ça, mais ça c'est ce que... Oui, parce que c'est une des idées, si vous voulez, de ceux qui ont une idée assez juste d'ailleurs de la démocratie, c'est que la démocratie, c'est pas le pouvoir dans une seule main. Et c'est vrai qu'on est dans un régime politique en France avec un régime semi-présidentiel qui concentre beaucoup de pouvoir dans les mains d'un seul homme qui est le président de la République. Lui, il est tout à fait hostile à cela. Il n'est pas du tout pour ce régime-là. Il est pour un régime parlementaire avec une démocratie, je dirais,
des pouvoirs qui sont partagés entre un niveau national et des niveaux locaux. Gaspard Koenig. Et David Jez, lui, il est pareil. Il est pour une décentralisation poussée. Sauf que c'est peut-être pas tout à fait la culture française. Et c'est là aussi le problème, c'est que chaque régime correspond à une culture. Les Allemands qui viennent... je disais que les Allemands se sont constitués en nation très tardivement. Donc, ils se sont parce que c'est un État historiquement très décentralisé, avec les Länder qui ont des pouvoirs très forts. C'est pas du tout le cas de la France. La France s'est construite sur la centralisation. Et je pense que ça fait partie de sa culture et que la décentralisation sera toujours difficile à appliquer en France. Oui, d'ailleurs, Koenig dit qu'il y avait beaucoup plus de réformes dans la 3e ou 4e République, où de la même manière, les grosses réformes comme les 35 heures, la privatisation de Chirac, ont toujours été faites en temps de cohabitation, parce qu'à ce moment-là, on cherchait plus à rassembler tout le monde, mais comme on était là pour appliquer son programme, on l'appliquait. Alors c'est vrai dans les dernières années, depuis 20-25 ans, c'est vrai. Parce que sinon, il y a eu des grandes réformes, on n'était pas en cohabitation. Quand Mitterrand, en 81, arrive au pouvoir, il fait beaucoup de réformes, les nationalisations, la retraite qu'il fait passer de 65 à 60 ans, il ne faut pas l'oublier, les 39 heures, enfin toutes ces réformes-là. Bon, le président Giscard d'Estaing, il fait adopter la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. On n'est pas en cohabitation. Donc il y a eu des grandes réformes qui ont été votées sans qu'on soit en cohabitation. Voilà. Et est-ce que, comme le dit Koenig, l'élection au suffrage universel direct n'est pas un peu la porte ouverte vers le populisme? C'est une réflexion qu'on peut avoir, parce qu'on peut vous dire aussi le contraire, en vous disant que le suffrage universel direct, c'est la pureté de la démocratie. C'est le peuple qui choisit directement ceux qui les représentent, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans une élection au suffrage universel indirect comme celle du Sénat, par exemple. Tout ça, ça se discute. Ce sont des discussions qui, à mon avis, sont intéressantes, mais... Aujourd'hui, de toute manière, ce qui domine en France, c'est le suffrage universel. Oui, parce que ce qu'il explique, c'est que quand il y a un suffrage universel direct, on va se mettre à tout attendre d'un seul homme, on va le détester, on va l'haïr, on va personnaliser le truc. C'est vrai pour l'élection présidentielle, voilà, mais c'est pas vrai pour l'élection, par exemple, législative. Bien sûr. Et il dit d'ailleurs, on va avoir un peu ce rôle de l'homme d'État qui guérit les écrouelles, quoi, d'un homme qui va sauver tout le monde. Non, alors ça, c'est ce que dit Koenig. Ça, c'est le grand reproche qu'il fait à notre pays, Koenig. Et c'est vrai que si on regarde bien le fonctionnement de notre pays, c'est un peu ce qu'on peut lui reprocher, c'est-à-dire qu'on attend tout d'un homme ou d'une femme. Il n'y a jamais eu une femme jusqu'à présent, mais on attend tout de quelqu'un. Il y a aussi cette réforme du septennat, on est passé au quinquennat avec un Premier ministre qui est beaucoup moins, selon moi, important que par le passé, et avec un président de la République qui est réduit à tout faire. Il est aussi bien secrétaire d'État que président de la République. Il s'occupe aussi bien de savoir si on doit porter un masque que de savoir si on a un budget militaire qui est suffisamment étoffé pour garantir l'indépendance de notre pays. Oui, et ça, c'est la sécurité de notre pays. C'est un peu le côté de la bureaucratie qui fait qu'on a la bureaucratie est telle qu'on a une telle défiance envers l'État qu'on se met à contourner, par exemple comme les attestations de sortie où personne ne respectait. Bien sûr. Il y a une grande défiance vis-à-vis de l'État, des autorités, du pouvoir aujourd'hui. Mais quel que soit le pouvoir, c'est pas uniquement le pouvoir politique, c'est aussi le pouvoir médical, c'est le pouvoir des enseignants, c'est le pouvoir des journalistes, c'est le pouvoir. Tous les pouvoirs sont suspects. Et est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi dans la bureaucratie, je crois que c'est Weber qui parlait de cette cage d'acier. Dès qu'on veut faire quelque chose, on est confronté à une montagne. Est-ce que ça, c'est pas un problème? Est-ce qu'il ne faudrait pas débureaucratiser, faire plus de local Oui, non, mais c'est ce que certains imaginent et pensent. Mais après, il faut pouvoir le réaliser, c'est pas évident. Et ce qui est quand même étonnant, c'est qu'on est quand même un peuple, Gisbert dit de Gaulois réfractaires, mais... Ça, c'est l'expression de Macron. Voilà, c'est ça. Mais on est quand même le seul pays où les trotskistes tous les uns avec les autres, ça fait quand même 8%, ce qui est totalement dément et qui serait ailleurs... C'est une des singularités françaises qui est assez marrante d'ailleurs. Effectivement, les trotskistes, depuis toujours, si on prend les élections, au moins l'élection présidentielle, vous avez déjà toujours 2, voire 3 candidats trotskistes ça, qui très sont drôle, un cap du trotskisme et qui arrivent à faire... Alors,
pas 8%, mais parfois, ils arrivent à faire 3, 4, 5, 6%. C'est une des curiosités françaises. Et d'ailleurs, c'est quel électorat qui vote pour eux? C'est un électorat qui aurait voté quoi si... C'est généralement un électorat qui est un électorat plutôt de classe moyenne supérieure, de cadres supérieurs ou d'enseignants. Voilà, c'est pas du tout un électorat populaire et d'ouvriers. Hein. Oui, c'est ça ce qui est assez drôle. Arlette Laguiller qui disait travailleuse, travailleur, c'était pas tellement... non, il y en a assez peu, faut le reconnaître. Et je voulais qu'on parle un tout petit peu de c'est Franz Gisbert qui vous dit ça. Il vous dit, on a besoin en France d'un président intelligent. Ça, c'est très étonnant. Il vous dit, par exemple, en Allemagne, on avait bien Helmut Kohl qui jouait au con, Reagan aux États-Unis qui jouait au con. En France, pourquoi on aurait besoin d'un président intelligent? Non, il dit pas ça. Non, justement. Il dit, en parlant de Chirac, Chirac jouait souvent au con. Ah oui. Et il disait, pour gouverner, il ne faut pas être très intelligent finalement. C'est la thèse de Franz, qui estime que justement, il faut être un peu con-con, ou faut faire le con-con. Il donne l'exemple de Chirac, qui souvent, qui aimait bien aller serrer les paluches, qui aimait bien aller taper le cul des vaches. Qui se cachait pour lire. Et voilà, et qui ne voulait pas montrer que Chirac était un homme cultivé, qui notamment cultivé dans l'art asiatique, dans l'art africain, qui connaissait l'art des sumo par cœur, enfin, mais il n'aimait pas le montrer, ça. Et bon, alors après, il l'a montré, puisque la preuve, c'est qu'il y a le musée du Quai Branly, qui est magnifique. Ouais, il y a plein de choses, mais il disait la même chose, effectivement, de Kohl, en disant... Franz a connu Kohl, et il disait Kohl, souvent, il passait pour un con... mais il faut pas être faut pas faire trop l'intelligent. La preuve, c'est que quand vous passez pour trop intelligent ou vous faites trop l'intelligent, le peuple finit par vous détester parce que il estime que vous n'êtes pas à son unisson. C'est un peu ce qui arrive de temps en temps à quelqu'un que vous connaissez bien qui s'appelle Emmanuel Macron. Et alors, dernière question, est-ce que dans la campagne entre Zemmour et Le Pen, justement, Zemmour n'a pas voulu faire une campagne comme relativement intellectuelle, assez poussée intellectuellement, alors que Marine Le Pen a parlé de ses chats, de choses beaucoup plus... Est-ce que Zemmour n'a pas voulu faire trop l'intelligent? Bah si, parce que Zemmour, c'est un intellectuel. Voilà, c'est ça. Zemmour, il est dans la théorie. Et il a des théories. Ces théories, quels que soient les faits et la réalité, il veut que cette théorie, eh bien, c'est pas les faits qui confirment la théorie, c'est la théorie qui doit... c'est pas la théorie qui confirme les faits, c'est le contraire. Oui. Les faits doivent confirmer la théorie. Oui, le problème, c'est que c'est pas toujours le cas. Alors, évidemment que Marine Le Pen, elle a très vite vu que quand Zemmour s'est pointé et qu'il s'est porté candidat à cette élection, elle a très vite vu qu'il ne fallait pas qu'elle soit du tout sur ce registre-là. D'abord, elle n'est pas, elle n'a pas cette image d'intellectuel, ce que lui a. Et donc, elle s'est mise sur un tout autre registre. Effectivement, les chats... l'affect, la liberté, la bienveillance, tout ça, ce qui est tout le contraire évidemment de Zemmour, qui lui pense que la société elle est fracturée, voilà. Donc effectivement, d'une certaine façon, Éric Zemmour a rendu service d'une certaine façon à Marine Le Pen, ce qui est quand même fort de café. Voilà. Mais écoutez Yves Tréhard, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Une certaine idée de la France, c'est aux éditions du Rocher. À très bientôt à tous. Merci à vous. Salut et fraternité.